Rebonjour à ceux qui étaient déjà là la semaine dernière. Bonjour aux petits nouveaux. Il y en a un, mais il est très bien. C'est un bon petit nouveau. Alors aujourd'hui, on va parler de CSS. Donc pour rappel, je pense que vous vous souvenez quand même, on a fait HTML la semaine dernière. Alors HTML, ça permet de créer le contenu de son site. Donc nous, on a vu, on a créé du texte, on a rajouté une image, on a failli mettre du YouTube dedans, c'était à deux doigts de marcher. Vraiment, ça a marché chez moi après. Et par contre, donc en fait, on s'est aperçu que HTML, on fait juste le contenu et ensuite le navigateur met une apparence par défaut. Quand on lance le site dans un navigateur, enfin la page HTML, ça a une tronche assez commune, mais au moins on voit à peu près que ça représente ce que c'est, quoi. Si on a un titre, il va être plus important qu'un paragraphe, une image, c'est bien une image. Donc le navigateur a bien une apparence par défaut, d'ailleurs que vous pouvez configurer dans tous les navigateurs. Il y a des configurations pour choisir la taille de texte par défaut, ce genre de choses. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas de CSS. Par défaut, on a une apparence assez neutre, en général assez moche, mais fonctionnelle. Et il y a pas mal d'usages, enfin il y a des gens, ça leur suffit. Par exemple, il y a typiquement les scientifiques qui écrivent des papiers scientifiques à destination à être partagés par Internet. Ils mettent juste une page HTML qui pose sur un serveur, et puis tout le monde va consulter le truc avec le mode Arial, texte noir sur fond blanc, et eux, ça leur va bien. Par contre, quand on va faire du web design et vraiment des sites grand public, avec des gens derrière qui vont venir visiter, on va personnaliser l'apparence, et c'est ce que permettra CSS. Donc CSS, c'est un langage de programmation pour personnaliser l'apparence. Donc on a HTML, on crée le contenu, et avec CSS, on va pouvoir habiller ce contenu de manière visuelle. CSS, ça a été créé en 1996. Ça a été vraiment adopté beaucoup plus tard, genre en 2002-2003, les gens ont vraiment commencé à s'en servir. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que ça a été inventé bien après HTML, qui a été inventé au début des années 90. En conséquence, en fait, avant, dans HTML, il y avait quand même moyen de paramétrer un petit peu l'apparence visuelle. On avait ce qu'il y avait, donc CSS c'était apparu après HTML. Dans HTML, on avait des balises de style. En fait, ce qu'on avait, c'est qu'on avait des balises. Donc je vous souvenez, les balises, c'est par exemple un paragraphe pour P, un titre c'est H1, une image IMG, donc ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et il y avait aussi en plus des balises qui étaient juste pour l'apparence. Par exemple, la plus célèbre dans le style, c'était la balise fonte. En gros, on mettait une balise fonte. À l'intérieur, on mettait son paragraphe ou n'importe quel texte des titres. Et sur la balise fonte, on va pouvoir mettre des attributs couleurs. Par exemple, du coup, la fonte va être rouge. La fonte va être de l'Arial. La fonte va être du Times. Donc c'était comme ça, au début du HTML, qu'on paramétrait le style. Donc c'était simple. Ça marchait pour ce qu'il y avait à faire. Mais il y avait deux soucis. Déjà, il y avait peu de personnalisation, parce que finalement, il y avait très peu de ce genre de balises, quoi. Une fois en plus, encore, c'est des scientifiques qui ont inventé le truc. C'était pas des graphistes, donc ils faisaient le minimum. Genre, on pouvait souligner un texte, changer une couleur, faire deux trois trucs, mais c'est très basique, quoi. C'est du niveau de ce qu'on faisait dans Word, mais pas. On pouvait pas faire les sites internet tels qu'on les visualise aujourd'hui. Et le plus gros problème, c'était qu'il y avait énormément de duplication. Parce que imaginez que vous avez 50 pages sur votre site internet. Vous allez mettre des balises fontes de partout pour choisir c'était une couleur. Si vous vous dites, ah finalement je veux pas du rouge, je veux du vert, vous allez devoir repasser dans 50 pages et changer tous les attributs. Donc ça va vous prendre une bonne journée pour quelque chose qui n'est pas très intéressant. Donc voilà, changer le style d'un site est devenu complexe au fur et à mesure du HTML. Et c'est pour ça que CSS a été inventé. Ça n'a pas été inventé comme ça sans rien, c'est qu'il y avait vraiment déjà un gros problème. Ça commençait déjà à devenir compliqué en 96 de mettre à jour un site. Il commençait déjà à y avoir des sites marchands, genre Amazon, qui avaient des milliers de pages. Et c'était déjà compliqué de mettre à jour le style visuel d'un site. Donc CSS est inventé pour résoudre ces soucis. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est qu'on lie des CSS à son HTML. On va lier une feuille de style, ça s'appelle une feuille de style CSS à son HTML, pour en changer l'apparence. On va voir comment on fait, mais en gros, tout simplement, c'est qu'on va avoir une balise spéciale dans le HTML qui va nous permettre de dire le style de ta page HTML, donc le CSS, est à cet endroit. De la même manière qu'on a une balise image, on va pouvoir lui dire ta source, ton image, src, c'est à tel endroit. On va pouvoir dire ton fichier CSS est à tel endroit. Et avec CSS, donc on va pouvoir changer à peu près tout sur l'apparence d'un site. Tous les sites internet que vous voyez, toute l'apparence visuelle, tous les effets, toutes les animations, tout ça, c'est tout fait en CSS. Donc on va pouvoir changer la taille, la couleur, la fonte du texte, la couleur du fond, l'image de fond si on en veut. On peut mettre plein d'images de fond de partout sur n'importe quel conteneur, n'importe quelle balise. On va pouvoir changer la mise en page, genre faire plusieurs colonnes, avoir un header, avoir un footer. Et au niveau technique, c'est vraiment comme du HTML, c'est très proche du HTML, c'est des fichiers texte. Donc on peut les ouvrir dans n'importe quel éditeur de texte, donc Sublime Text, même Notepad, n'importe quoi. C'est juste des fichiers texte avec une extension .css
comme pour le HTML, on avait juste des fichiers texte avec une extension .html. Alors CSS, ce que j'ai dit, c'est que c'est un langage. Et un langage de programmation. Et un langage de programmation, comme les langages naturels, donc le français, l'anglais, tout ça, ça a une syntaxe, ça a une grammaire, c'est précis, et si on rentre pas dans les clous, le navigateur il va pas comprendre ce que vous voulez dire. Alors donc en CSS, il y a deux grands concepts de grammaire qu'il y a dedans. Il y a deux, en fait, il y a, on va dire, la syntaxe, c'est globalement deux choses, c'est les sélecteurs. Donc les sélecteurs, c'est une petite syntaxe, c'est-à-dire vous tapez des mots qui vont vous permettre de choisir des balises dans le document HTML. Pour dire par exemple, moi je veux que les paragraphes deviennent verts. Bah, vous allez devoir, la première chose que vous allez devoir faire, c'est dire je veux choisir les paragraphes. Donc les sélecteurs vont permettre de faire ça. Et la deuxième chose, c'est les propriétés. Ça, c'est ce qui va permettre de vraiment setter une couleur par exemple. Donc par exemple, couleur est verte. Donc en fait, d'abord en CSS, on va taper quelque chose qui nous dit je veux que les paragraphes. Donc ça, c'est avec les sélecteurs. Et ensuite, dans les propriétés, soit en vert. Donc on va avoir deux blocs très différents, enfin bien distincts dans les CSS qu'on va voir. Le CSS, c'est comme le HTML, c'est un standard donc, qui est fait par un organisme qui s'appelle le W3C, donc qui est une réunion de grosses boîtes du type Google, Microsoft, Facebook, enfin tous les gens qui ont vraiment des enjeux dans le web, ils se réunissent et ils disent bah voilà, on va créer une nouvelle version du CSS, on va rajouter tel style, enfin telle propriété, tel sélecteur. Et il y a des versions de CSS, donc en 96 c'était CSS 1.0 et maintenant on en est à CSS 3 de la même manière qu'on est au HTML5. Et à chaque nouvelle version, donc on va avoir de nouveaux sélecteurs qui vont se rajouter pour pouvoir choisir de manière plus fine les balises qu'on veut, et de nouvelles propriétés pour faire des styles, enfin des nouveaux effets. Par exemple en CSS3, les trucs célèbres qu'ils ont rajoutés, c'est le fait d'avoir des ombres portées, de pouvoir faire des animations, de pouvoir faire des dégradés. Donc ça en fait c'est des nouvelles versions qui sortent. Et après comme pour le HTML, où les navigateurs, où le standard sort et ensuite les navigateurs rajoutent les nouvelles balises, du style la balise vidéo, bah le W3C sort de nouveaux standards, donc c'est juste des papiers quoi, enfin des documents qui définissent de nouvelles propriétés, comment les mettre dans le navigateur, et après les constructeurs de fabricateurs, les fabricateurs de navigateurs plutôt, ils les rajoutent dedans et puis ça apparaît dans les nouvelles versions. Donc voilà, là on va attaquer directement maintenant, c'est bon pour la petite intro. Est-ce que déjà arrivé à ce stade là vous avez des questions? Même si la pratique je pense que ça répondra à la plupart. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la semaine dernière, on est parti de ça. Et ça, je sais pas ce que ça fout là. Hop. Donc c'était pas très beau. Et là, on va arriver à ça. Donc c'est pas très beau non plus. Mais au moins, c'est paramétré. Je suis pas graphiste. Hein, Mais bon, l'idée, c'est pas de faire un truc beau. Ça, après, ce sera à vous de faire un truc beau si vous savez faire des trucs beaux. Mais l'idée, c'est de savoir utiliser les CSS pour changer l'apparence d'un site. S'il y en a qui pensent faire mieux, bah écoutez, vous avez 2 heures. C'est juste de la technique. Alors, première étape, on va tous aller télécharger donc cette version là, qu'on va se remettre au niveau. Si vous voulez changer le contenu, moi on va repartir de ça. Ça veut dire que tout le monde va être au même stade. J'ai changé un peu 2-3 balises pour que ça soit plus simple. Donc ça va être sur GitHub, donc à cette URL. Tout le monde est prêt? Ouais. Tout le monde est prêt, on va faire un truc moche. Alors, première étape, donc dans Sublime Text, là maintenant vous avez tous récupéré ce dossier là. Donc moi j'ai mon dossier en haut pour tricher où j'ai tout qui est fini. Et donc dedans, ce dossier vous avez un back.jpeg, un contact, un index et un logo. Vous allez rajouter un fichier style.css. Alors pour ajouter un fichier, moi j'ai juste glissé, déposer le dossier dans Sublime. Il faut demander à Alex, là-bas c'est un expert Sublime Text. S'il y a des soucis Sublime Text, moi je m'en sers pas. Ok, tu vois là je galère, j'essaie de créer un nouveau fichier. Ah voilà. New file. Pas le temps là. Alors, nouveau fichier qu'on va appeler style style.css. Mais le nom après c'est pas important, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin c'est vous qui choisissez, sauf le .css à la fin, ça c'est important. Donc c'est comme on a index.html, on va avoir style.css, style.css.
Ok, c'est bon. Tout le monde a son fichier style.css qui est pour l'instant est vide. C'est normal. Alors, première chose à faire quand on fait du CSS, c'est de faire du HTML. Donc, ça paraît contre-intuitif. Alors, on va retourner dans le index.html qu'on connaît et qu'on aime. Celui de la semaine dernière, un petit peu modifié. J'ai rajouté 2-3 trucs. Je vous dirai au fur et à mesure quand on va y arriver. Ça va nous permettre de faire du CSS. Aujourd'hui, on va pas faire de HTML à l'exception de ce qu'on va faire maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre dossier? On a un fichier HTML, donc qui marche déjà. Parce qu'on a vu ça la semaine dernière, ça marche bien, ça fait un super site avec un lien et une image. Et maintenant, on a un fichier de style CSS, qui pour l'instant ne fait rien, mais ça, on va y venir. La première étape, c'est que on va devoir associer, on va devoir lier cette feuille de style à cette page HTML pour qu'on puisse changer l'apparence donc du HTML. Donc ça, on va le faire depuis le HTML. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait la balise head et la balise body. Alors la balise body, c'est tout ce qui va être visuel qu'on va voir dans le navigateur, les paragraphes, les images. La balise head, ce qu'on appelle les métadonnées. C'est les données sur le document HTML. Et ben dans cette balise head, c'est là où on va lui dire, toi, tu as une feuille de style qui est style.css. Là, c'est ce qu'on va dire. Et du coup, le HTML, quand il va se lancer, il va s'apercevoir que dans sa balise head, il y a une feuille de style et il va aller la charger. Et ensuite, il va s'afficher en fonction de cette feuille. Donc ça, on le fait à l'aide d'une autre balise, comme toujours. Hein, c'est du HTML, donc on fait de la balise. Et la balise, elle s'appelle link, comme un lien. Donc balise link, hein, on ouvre et on ferme. Voilà, LINK, ça veut dire un lien en anglais. Alors, et maintenant, on va devoir mettre des attributs. Donc de la même manière que quand on a une balise image, on va mettre un attribut src pour dire c'est ton image elle est là, ou quand on a une encre donc qui permet de faire un lien vers des pages, on va mettre un attribut href pour dire ton lien c'est là-bas. Alors href, me demandez pas, je sais pas ce que ça veut dire. Là c'est pareil, on va utiliser href. Donc href égale, et là on met des guillemets, et donc on va faire pointer vers style.css qu'on vient de créer. Hop, si je trouve le point, voilà. Donc voilà, tout simplement. Alors, enfin, il va falloir acheter 2 autres attributs, mais en gros, c'est ça, quoi. On fait une balise lien. Dans le HTML, on lui dit, toi, tu vas avoir une feuille de style, et elle va être ici. Il faut rajouter 2 autres attributs pour que ça marche en tant que CSS, que je vais regarder, parce que je me souviens jamais. Voilà, rel égale stylesheet. Alors, ah bah, on ne souffle pas. Rel égale stylesheet. Donc rel, c'est la relation, ça veut dire, enfin, c'est un peu abscon, mais c'est qu'une balise link, on peut lier vers différents types de fichiers. Et là, on précise qu'on est en train de faire un lien vers une feuille de style. Donc stylesheet, ça veut dire, c'est une autre manière de nommer le CSS. Et enfin, il faut mettre le type. Le type qui est texte CSS. Donc ce type-là, en fait, c'est texte slash CSS, c'est un standard. Il y a des comités qui font ça, et puis il y a des types pour toutes les formes de médias, pour les CSS, pour les images, pour les vidéos. Ils ont tous un type comme ça. Donc CSS, c'est texte slash CSS. Ça a été défini. Faut pas se prendre plus la tête que ça. Donc voilà, une fois qu'on a ça, quand on va lancer la page HTML dans le navigateur, maintenant, on va charger la feuille de style. Donc pour l'instant, ça va rien faire parce qu'on n'a rien mis dans la feuille de style. Mais là, on va voir tout de suite, on va faire une première petite modif. Et ensuite, on va regarder ce que ça donne. Alors, retournez dans la feuille, enfin dans la page, dans le fichier, c'est bien fichier, style.css. Et là, je vais taper des caractères étranges, si je les trouve. Tac. Alors, où est la collade sur Mac? Où est Alt parenthèse? Ah ouais. Alors, je tape un truc et après, on y revient. Ah, pas mal Sublime Text. Bim. Beau gosse. Alors. Ok, notez tout ça tel quel. Une fois que vous y êtes, vous ouvrez le index.html dans le navigateur. Et normalement, vous devriez avoir une différence par rapport à avant.
Je n'en dis pas plus. C'est très subtil. Alors, étoile, accolade, fond de famille, sans sérif. Donc c'est vraiment tous les caractères qui sont durs à trouver sur le clavier. Ok, donc une fois que vous avez ça, encore une fois, vous ouvrez un navigateur, n'importe lequel, on s'en fout. Mais pas Safari. Et vous ouvrez, donc vous glissez le fichier index.html dans le navigateur. Et si tout se passe bien, ouais, ça a marché, est-ce que tu as vu la différence? Tout à fait, on a perdu les sérifs. Ok, tout le monde a vu? Donc en gros, quand vous relancez la page, là ce qu'on a changé, c'est que sur toute la page, on a changé la fonte. Avant on était en sérif, donc sérif c'est les typographies de style Times New Roman, donc qui ont des empattements. Et là on est passé sur une sans sérif, donc c'est les typos sans empattement plus modernes du type Arial, Helvetica, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas très spectaculaire mais c'est un début. Et donc maintenant on va regarder bien en détail qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça qui est vraiment important. Là en fait, là-dedans, vous avez toute la syntaxe du CSS, quoi. C'est tout ce que vous aurez jamais à apprendre, c'est ces deux grands concepts. Donc on voit qu'il y a vraiment deux parties dans ce bout de code. Il y a la flèche, l'étoile, les accolades. Ça fait déjà deux parties, donc je suis coincé pour la troisième. Et le style. Donc alors, moi tout à l'heure je vous parlais de sélecteur et de propriété. Alors le sélecteur, c'est l'étoile. Les propriétés, c'est font de family sans sérif. Et les accolades, c'est juste là pour délimiter les sélecteurs et les propriétés. Alors, étoile, c'est le premier sélecteur qu'on voit, c'est le sélecteur qu'on appelle universel. Ça veut dire que les propriétés qui seront entre les accolades, donc fond de family sans sérif, vont s'appliquer à toutes les balises de la page. Absolument toutes. Et c'est pour ça qu'avec un seul style comme ça, juste avec un fond de family sans sérif, on a pu changer la typographie de toutes les balises. On a changé les titres, on a changé les paragraphes. Et on s'est arrêté là parce qu'il n'y avait que ça. Mais on a tout changé. Ok? Est-ce que ça vous paraît clair? Si vous avez des questions, là ça c'est vraiment fondamental. Les deux grandes parties, donc on a bien la partie en dehors des accolades qui est le sélecteur, la partie dans les accolades qui sont les propriétés. Et on va pouvoir faire des sélecteurs plus compliqués et on va pouvoir mettre autant de propriétés qu'on veut entre les accolades. Ouais, parce que tu auras toujours des cas qui vont t'échapper si tu essayes autrement. L'étoile, c'est fait pour ça. Ça s'appelle le sélecteur universel. C'est que tu choisis tout. Après, tu peux faire des trucs vicieux. Tu peux faire, enfin, tu veux pas aller plus loin. Tu peux dire étoile, donc tout, sauf ça. Tu vois, tu peux aussi inverser le truc. Tu vois, tu pars de tout et tu vas vers un truc plus subtil. Mais bon, on n'est pas là. Ok, donc ça, c'est un premier style. Ça a bien marché. Donc là, je vais prendre mon truc de triche. Voilà, ok. Alors, maintenant on va voir un autre sélecteur. Alors, ça, mais avant tout, ce qu'on vient de voir, là, cette combinaison de sélecteur et de propriété, on appelle ça une règle CSS. Donc ça, c'est la combinaison des deux. Et des règles CSS, on va en avoir autant qu'on veut pour son site, enfin dans sa feuille de style. On peut avoir autant de feuilles de style qu'on veut pour son site. On peut mettre 10 balises link qui vont pointer vers 10 feuilles de style différentes. Ça, il n'y a pas de limitation. Donc là, je vous tape un deuxième petit truc. Je sais déjà plus où est l'accolade. Ah voilà. Allez, on va faire un truc moyennement moche. Hop. Et où est-ce que c'est là? Voilà. Ok. Donc là, une fois de plus, vous pouvez taper ça. Et puis directement rafraîchir le navigateur. Et là, vous allez voir pour le coup un plus gros changement. Ok, donc si vous avez repris votre site, vous apercevez maintenant que le background est gris. Hop, ça a marché. Alors background gray. Donc là vous avez tous vu, vous avez rechargé le site. Maintenant le background est gris. Donc il y a plusieurs choses intéressantes qu'on voit là. Déjà là on voit qu'on a bien deux règles CSS différentes qui sont enchaînées donc l'une après l'autre. Donc ça prouve bien qu'on peut en mettre autant qu'on veut dans une feuille CSS. On n'est pas limité à 1. Donc on a bien
une première règle CSS qui est l'étoile, donc le sélecteur universel, plus un style pour changer la font family. Et là, on a un deuxième règle CSS qui est body background gray. Alors body, c'est un sélecteur, on dit c'est un sélecteur d'éléments. Enfin, c'est un sélecteur de balises, si vous voulez. C'est que tout simplement, ça va prendre dans le document HTML toutes les balises qui s'appellent body. Et ça va leur mettre un background gris. Ok. En rose, ça marche aussi, hein. Vous avez tout un tas de couleurs. Alors vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, avec l'hexa, tout ça, mais aussi il y a plein de couleurs de base. Donc genre red, blue, green, et puis il y en a une centaine, donc il y a des trucs assez pointus. Voilà. Mais donc très important, le sélecteur d'éléments. Donc ça veut dire qu'on va appliquer ça à toutes les balises body. Et comme vous vous souvenez que dans HTML, on a la balise HTML, ensuite la balise head, ensuite la balise body, bah, ça veut dire qu'on va appliquer un background à toute la partie visuelle. Parce que le body, c'est ce qu'il y a de visuel dans le CSS. Donc ça veut dire que automatiquement, le body prend toute la fenêtre du navigateur. Donc on applique un background sur tout le body. Voilà, on a déjà vu deux types de sélecteurs et deux styles différents. Donc, font family, background. Sachant qu'en CSS, il doit bien y avoir, allez, on va peut-être y avoir entre une vingtaine et une trentaine de sélecteurs et un peu plus d'une centaine de styles différents. Et puis comme toujours, là, il y en a quelques-uns dont on ne se sert jamais, et il y en a d'autres, on s'en sert 90% du temps. Alors, on enchaîne, là on va continuer comme ça. En fait, on va se faire plein de styles différents, plein de sélecteurs différents, plein de trucs. Alors maintenant, on va mettre un style sur H1. Donc ça, c'est sur les titres. Donc on reprend le même sélecteur, un sélecteur d'éléments. Hop, on fait des accolades. Ah, voilà. Ok, H1, font size. Donc bon, comme je pense que tout le monde a compris, c'est la taille de la police. Si vous rafraîchissez la fenêtre, vous allez voir que le H1 est plus gros que ce que vous aviez avant. Parce que maintenant, on l'a défini à 40 pixels. Donc les PX, c'est pixels. Alors ça fait... ça paraît être une nouvelle chose intéressante, c'est que donc là, au sein même des propriétés, donc toujours une fois de plus, hein, c'est important de bien comprendre, sélecteur, les accolades qui séparent et les propriétés. Et après, on verra qu'on peut en mettre, on peut en enchaîner plusieurs. Là, on va dans le H1, on va en rajouter d'autres. La propriété en elle-même est formée de deux parties. À gauche, vous avez le nom de la propriété, et à droite, vous avez la valeur de la propriété. Et la valeur de la propriété, elle va pouvoir prendre différentes formes, différents types, en fonction de la propriété, en fonction de ce qui fait du sens. Par exemple, le background, lui, il va prendre une couleur en valeur. Le font size, lui, il va prendre ce qu'on appelle une length, une longueur en valeur. Donc une longueur, là, on peut l'exprimer en pixels et on peut l'exprimer en d'autres il y a d'autres unités qu'on peut utiliser, genre le pouce, le millimètre, enfin, plein de trucs dont personne ne se sert mais qui existent dans le standard. Donc tout ça, c'est une longueur. Font family, c'est un peu spécial. Font family, ça utilise c'est juste des chaînes de caractères. En fait, il y a un certain nombre. En font family, on peut faire deux choses. Soit on peut utiliser un certain nombre de mots préprogrammés qui sont du style sans sérif, sérif, courrier. Il y en a 2-3, je sais plus, enfin il y en a 4-5. Mais on peut aussi utiliser un nom d'une police qu'on sait qu'on a d'installer sur l'ordi. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on le mette entre guillemets. Hop, donc on va mettre des petits guillemets comme ça. Par exemple, si je veux de l'Arial explicitement et pas une sans sérif standard, on va mettre de l'Arial. On va mettre un truc comme ça. Et ça, quand on met des guillemets, en fait, ça veut dire en programmation de manière large, un peu comme en HTML, c'est ce qu'on appelle chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'on va mettre du texte arbitraire et après le navigateur il se débrouille en fonction du contexte. Donc voilà, mais l'idée importante, c'est que en fonction des propriétés CSS, il va y avoir des valeurs différentes. Et puis ça, pour les apprendre, bah, c'est de la pratique, quoi. À chaque fois, si on découvre une nouvelle propriété CSS, donc déjà on apprend facilement son nom, hein, ça c'est toujours simple. Et puis ensuite, on va voir les différents types de valeurs qui peuvent prendre. Et on va voir que les types de valeurs se recoupent beaucoup, pardon. Parce qu'il va y avoir beaucoup de propriétés qui vont prendre, par exemple, des couleurs en paramètres. Par exemple, il y a une autre propriété qu'on va voir plus tard qui est color, qui est la couleur du texte. Et bien ça va avoir exactement les mêmes valeurs possibles que background. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre gray aussi pour une couleur de texte. On va pouvoir mettre de l'hexadécimal, enfin plein de trucs plus orientés pro.
Donc finalement, il y a assez peu de choses à apprendre. Enfin, c'est plutôt bien fait pour ça. C'est qu'une fois qu'on a compris les 5-6 types de valeurs différentes, on va pouvoir les réutiliser pour plein de styles différents. Alors on enchaîne, bah voilà, justement c'est l'exemple d'après, ça va être color. Donc color, ça, vous allez voir, c'est la couleur du texte. Donc là on va changer la couleur des balises H1. Donc toutes les balises H1 vont avoir cette couleur de texte. Je sais plus ce que j'ai mis, c'était sûrement très moche. Ouais, c'est très moche. Alors, donc là, syntaxe différente, mais c'est bien toujours une valeur de type couleur. Sauf que la valeur de type couleur, on va pouvoir l'exprimer de plusieurs manières. Donc on va pouvoir utiliser des mots-clés, genre gray, red, blue, tout ça. On va pouvoir utiliser des valeurs hexadécimales, c'est ce qui est le plus couramment utilisé. Ça, c'est un truc que les graphistes ou les gens qui font du Photoshop connaissent bien. En fait, on met un dièse, et ensuite, chaque couple de couleurs, donc il y a toujours 6 couleurs en hexadécimal, enfin 6 numéros, et chaque couple de couleurs, ça va être rouge, vert, bleu en fait. Et c'est hexadécimal parce que sur une base 16, bon, c'est un peu tordu. Mais en gros, c'est pas des trucs qu'on devine, quoi. On prend ça dans Photoshop, il nous file la couleur. Et après, on copie-colle là-dedans. Mais il y a quelques repères. On sait que si on met 6 fois le même nombre, on va avoir un gris. Voilà. Après ça, c'est des trucs de graphiste. Déjà, avec les couleurs de base, on peut déjà faire des choses. Mais bon, en général, quand on veut vraiment rentrer dans le détail, parce que les couleurs de base sont assez criardes en général. Donc, voilà. Donc là, on a mis une couleur. Alors, toujours dans la catégorie. Toujours, là on est. Donc là aussi, vous voyez. Hop, non, merci. Vous voyez que là, dans cette règle CSS, on a mis plusieurs propriétés. On n'a plus juste une comme dans les deux premiers, mais ça on peut en mettre. C'est pareil, il n'y a pas de limite, hein, on peut en mettre 10 000 si on veut. Tant qu'on reste entre les deux accolades, on va pouvoir continuer à enchaîner les propriétés CSS. Et il faut bien à chaque fois finir avec un petit point virgule. Et par convention, on revient à la ligne, mais on pourrait tout écrire sur une seule ligne. Alors c'est complètement déconseillé, mais ça marche aussi, quoi. C'est juste une question de bonne pratique. Ça marche pareil. De la même manière que ça marche pareil. Ou même que ça marche pareil. C'est juste qu'en fait, le but c'est de garder un texte, enfin un fichier texte le plus lisible possible pour les prochaines personnes, enfin déjà pour vous, et pour les prochaines personnes qui peuvent éventuellement apporter des corrections. Donc en CSS, les conventions, c'est ça, quand on commence l'accolade à la fin de la ligne après le sélecteur, on met l'accolade fermante comme ça, et on indente, en général de 4 espaces vers la droite. Ou de 1 tab, mais il faut faire plutôt des espaces. Il y a des propriétés récentes, ouais, mais c'est très mal supporté encore. Donc ça dépend des navigateurs. Il y en a qui vont avoir des trucs plus ou moins... je sais plus comment ça s'appelle, donc de mémoire je pourrais pas te dire. Donc voilà, là ce que j'ai rajouté, texte décoration underline, ça rajoute ça souligne, hein. Et puis et ça on peut l'appliquer. En fait toutes ces propriétés évidemment, elles sont jamais spécifiques à un type de nœud HTML. C'est-à-dire qu'on va pouvoir font size, color ou texte décoration, on va pouvoir les appliquer aussi bien à des titres que à des paragraphes, que à des divs, enfin là où ça a du sens. Après on peut les mettre par exemple sur des images aussi. Là une image, il y en a certaines qui vont juste pas avoir d'effet, mais ça marchera quand même, enfin ça va pas faire cracher le site, quoi. Donc c'est une fois que vous avez appris un style, enfin une propriété, vous allez pouvoir le réutiliser pour toutes les balises que vous voulez. Texte décoration, un autre de transformation du changement du texte. Hop. Un petit différent, texte transform uppercase. Ça c'est pas mal, enfin c'est pas mal, c'est pas mal, mais ça illustre bien un des avantages du CSS. Donc ça va mettre votre texte dans le H1 en majuscule. Toujours. En fait, toujours, peu importe comment le texte est tapé, en fait. Si vous l'avez tapé tout en minuscule, ça vous foutra quand même tout en majuscule. Et ça montre bien un des fondamentaux du CSS et du HTML, c'est qu'on va séparer. On appelle ça la séparation des... comment on dit en français, je sais pas. Separation of concerns. Donc la séparation des buts, en fait, c'est que le HTML, ça va vraiment être du contenu. C'est-à-dire que vous allez écrire votre texte en HTML de la manière la plus pure possible, sans vous soucier de l'apparence. C'est-à-dire que si vous tapez un titre, vous allez le taper comme en français normal. Vous allez mettre une majuscule avant, et ensuite vous mettrez les choses en minuscule.
enfin, comme si vous tapiez vraiment du texte. Et en CSS, vous allez pouvoir mettre des effets de faire tout en majuscule, tout en minuscule, où il y a 2-3 autres petits réglages. En fait, le but, c'est pas dans le HTML qu'on va mettre tout en majuscule parce que ça reviendrait à faire du style dans le HTML. Et ça, c'est pas clean parce que le HTML, on veut vraiment le plus possible, on veut vraiment du pur contenu. Donc quelque chose qui est très correct au niveau de la langue, enfin quelque chose. Donc voilà, uppercase, ça peut servir des fois. Vaut mieux faire ça plutôt que de changer le HTML parce qu'une fois de plus, c'est si vous faites du uppercase sur 10 pages HTML ou les H1, vous tapez dans le HTML uppercase. Le jour où vous voulez pas faire de uppercase mais avoir juste la première lettre qui est en majuscule, il faut tout changer. Tandis que dans le CSS, bah, il y a juste un style à changer. Et tous vos titres, ils seront soit en uppercase, soit en ce que vous voulez, quoi. Donc c'est bien ça l'intérêt du CSS, c'est qu'on se répète très peu. Ok, c'est pas grave, on continue. Alors, maintenant on continue avec le même sélecteur. Donc le même sélecteur, donc ça c'est pour les P. Donc là c'est un sélecteur de balises toujours, donc les paragraphes. Et là je vais vous montrer ce qu'on appelle les short-end, c'est-à-dire les raccourcis. Hop, si je me souviens bien c'est ça. Ouais. Alors en CSS il y a quelques propriétés, genre font, qui sont juste des raccourcis pour d'autres propriétés. Par exemple, font est de faire le premier paramètre, ça va être un font size, le deuxième ça va être un font family. Ça vous évite de faire deux lignes, parce que c'est exactement équivalent à avoir une ligne font family serif et une ligne font size 16px. Et le style, la propriété font a plus de paramètres après, j'entre pas dans les détails, mais genre texte en bold, enfin il y a plein de paramètres. Et ça, c'est le but, c'est de gagner du temps en tapant, de gagner de l'espace et de pas se répéter. Ça évite d'avoir des feuilles de style hyper grandes, quoi. Plus le fichier de style est réduit au niveau de la longueur, au niveau du nombre de lignes, et plus il va être facile à relire, à recomprendre. Ça va être aussi un petit peu meilleur au niveau des performances parce que tout ce texte-là, il faut l'envoyer par internet. Donc à chaque fois qu'on met du texte en plus, ça prendra le site, il va mettre un peu plus de temps à s'afficher, même si c'est assez négligeable. Mais c'est plus pour la lisibilité que c'est important. Parce que quand on fait vraiment des styles complexes au niveau des fontes, le raccourci font, ça va permettre d'éviter d'avoir 5 ou 6 lignes de font size, font family, font weight, parce que les fonts, il y en a pas mal. Donc voilà, ça c'est les raccourcis. Il y en a aussi pour les backgrounds. Là, vous voyez que background c'est un raccourci aussi. C'est pour aller plus vite. Si vous tapez background color, c'est équivalent. Sauf que le bonus, c'est que quand on tape background en raccourci, on peut rajouter d'autres trucs que la couleur, quoi. Ça peut aller plus loin, donc ça, je ne connais pas de tête, je devrais. Ouais, c'est une syntaxe précise, en fait, c'est dans les specs, quoi. Puis du coup, t'as énormément de tutos sur internet où c'est, voilà, le premier c'est la couleur, le deuxième c'est ci, c'est ça. Et chacun, ça va correspondre. Chaque valeur, ça va correspondre à un style, à une propriété normale, qui est dans le raccourci, pour gagner du temps. Donc du coup, en pratique, tout le monde utilise les raccourcis quand tu peux, quoi. Ce qui fait que c'est syntaxe, c'est très connu, hein. Personne ne trouvera ça bizarre que tu utilises un raccourci, au contraire, tout le monde trouvera ça bizarre que tu n'utilises pas un raccourci. Alors, ah oui, on va commencer à faire un peu de mise en page. Donc cette fois avec H2. Donc là au niveau des sélecteurs, hein, pour l'instant, on y va doucement, c'est toujours les mêmes. Ouais. Ouais. Alors en fait, bah, c'est parce que le font family, très bonne question. Donc la question c'est pourquoi est-ce que font family en haut c'est entre guillemets et celui-là c'est juste ce qu'on appelle un mot-clé. C'est parce que le standard CSS donc il définit que font family ça peut prendre deux types, ça peut prendre deux types de valeurs différentes. Ça peut prendre soit des mots-clés qui sont un ensemble de 5-6 mots, genre sérif, sans sérif, monospace, je crois, qui sont donc définis par le standard. Et si tu veux une police un peu plus exotique qui est sur ton ordi que tu connais, genre Helvetica ou Arial, ou même tout ce que tu veux, hein, Comic Sans, ce genre de truc, si tu veux un peu de convivialité, et bah tu vas mettre ça entre guillemets. C'est ça. En fait, quand tu mets entre guillemets, c'est ce que le navigateur ne connaît pas de base. Du coup, tu lui signales comme ça, et lui, il va aller regarder sur l'ordinateur s'il a cette typo disponible, et sinon, il va utiliser ce qu'il a sous la main, quoi. Alors, H2, qu'est-ce qu'on allait faire avec H2? Ah ouais, TextAlign, c'est bien ça. TextAlign, je pense que
vous le comprendrez vite, ça permet d'aligner du texte. Et quand on met center, ça va au centre. Donc là, rien de nouveau. Là, donc TextAlign, c'est une propriété CSS qui prend différentes valeurs. Je crois qu'il en a 4 qui sont left, right, center et justify. Je crois que c'est ouais, sur celle-là. Justify qui permet de justifier du texte. Donc quand on a un gros paragraphe de texte, on veut que le texte soit justifié, c'est-à-dire qu'il s'arrête net dans la largeur du paragraphe plutôt que d'avoir du texte en drapeau. On va mettre TextAlign Justify. Alors, pour l'instant, on a vu que des propriétés de style qui s'appliquent au texte en fait pour changer l'apparence du texte. Là, on va en voir une qui commence à permettre d'influer sur la mise en page, vraiment de votre site internet. Donc c'est la première, ça va être le padding. Donc là, on va mettre, regarde, le padding. On va mettre 5 pixels, ni plus ni moins. Ok, donc le padding, ça va faire que les balises H2 elles vont avoir 5 pixels de bord en plus tout autour du texte. Alors je sais pas comment on traduit ça en français, c'est une sorte de l'espace. Je sais pas, c'est une sorte de pad, c'est pas, c'est une sorte de rembourrage en fait, c'est un truc hmm interligne, super. Sauf qu'il y a une propriété interligne. Mais... Alors donc en fait quand on voit là, je vous montre avec les outils dont les devs se servent. Là je vois qu'on peut modifier les styles en direct. Là, ça c'est des petits panneaux de contrôle. En fait dans tous les navigateurs maintenant il y a ces petits outils pour changer les styles CSS à la volée. Donc le plus connu s'appelle Firebug dans Firefox et là c'est les outils de Chrome. En gros ça permet de regarder quel style on a appliqué à quelle balise pendant qu'on lance. Donc au niveau professionnel c'est bien utile. Et je vous montre ça pour vous montrer en fait du coup ce que fait le padding. Là j'ai rajouté 25 de padding. En fait le padding c'est la zone verte. Si on n'a pas le padding, si on désactive le padding, ça met pas la zone verte. Donc en fait ça va rajouter du... là j'ai désactivé le padding, on voit qu'il n'y a plus de vert. Donc le padding ça permet de mettre plus voilà, de l'espace à l'intérieur de ces conteneurs. Conteneurs c'est les H2, les paragraphes, c'est tout ce qui est... tous les blocs de texte en fait on va pouvoir choisir du padding. Alors, on va pouvoir mettre des bordures aussi en CSS. Donc les bordures, ça prend deux paramètres. Ça prend le premier paramètre, c'est le type de bordure. Donc par exemple solide si on veut un trait fin ou dash si on veut des tirets. Et le deuxième, ça va être l'épaisseur de la bordure. Donc toujours avec des pixels. Donc c'est toujours le même type de valeur de propriété qui reviennent. Donc dash, c'est un mot-clé. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de guillemets. C'est juste les mots-clés, c'est les mots que connaissent les navigateurs de base. Tout comme ils connaissent border, ils connaissent padding, ils connaissent dash. Quoi. Ils savent ce que ça veut dire, ils connaissent center, ils connaissent serif. Et sur le deuxième, ça c'est une longueur. C'est moche, ouais. Mais ils sont tous à peu près moches. Hein. Ouais. Il y a solide, c'est juste un trait continu. Peut-être moins moche. Donc voilà, des bordures. Alors sachant qu'à chaque fois, là je simplifie un peu, en fait le padding c'est une propriété raccourcie. C'est comme font et comme background. Padding c'est un raccourci pour padding left, padding right, padding top et padding bottom. C'est-à-dire qu'en fait avec un seul padding on l'applique de partout. Mais si vous voulez avoir du padding juste sur la gauche ou une bordure juste sur la gauche, vous pouvez faire padding-left ou border-left. Si je fais border left comme ça va me faire la même, mais avec une bordure juste sur le côté gauche de mon H2. C'était dashed. Ok. Ah, là on va commencer à avoir des trucs qui changent un peu. Alors.
C'est bon, tout le monde a des bordures? C'est comme on veut. C'est de l'artistique, le CSS. Moi, là, ce que je crée, là, j'aime bien, quoi. Alors, donc là, on a eu des bordures. Donc maintenant, on va apprendre un nouveau sélecteur. Donc là, fondamental. Fondamental. Hop. Alors, très important. Nouveau sélecteur. On voit que, contrairement à ceux H2, P, étoile, tout ça, là, celui-là, il commence par un dièse. Et qu'ensuite, il y a marqué content. Ça va être un sélecteur d'ID. Donc ça veut dire que ce sélecteur, il va chercher dans le HTML la balise, parce qu'il peut y en avoir qu'une, la balise qui a un ID de valeur, enfin, qui s'appelle content. Donc ça, je l'avais pré-rempli du coup cette semaine. Donc si vous retournez dans le index.html, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une balise div qui est autour de tout le reste du contenu. Et donc elle a un attribut ID qui est égal à content. Ok? C'est clair pour tout le monde, ça va pas trop vite? Surtout pour ceux qui connaissent déjà le CSS, ça va pas trop vite. Donc voilà, donc là en fait ce que j'ai fait c'est que tout le contenu du site, je l'ai mis dans une balise div avec un ID qui est content. Donc maintenant ce que je vais vouloir faire c'est que comme cette balise elle a tout le contenu du site, je vais vouloir appliquer des styles mais qui s'appliquent que à celle-là. Je veux pas un style qui s'applique à toutes les divs, je veux juste vraiment celle-là parce que celle-là elle est unique à mes yeux. Donc parce qu'elle est unique, je lui mets un ID. Un ID c'est un attribut qu'on peut mettre sur n'importe quelle balise pour l'identifier, mais il peut y en avoir qu'un seul par site. Si je mets un autre ID content quelque part, ça va pas le faire. Par contre si je mets un ID, par exemple dans la div là au lieu de mettre une classe j'aurais pu mettre un ID photo, là ça va. C'est juste la valeur de l'ID qui doit être différente. On peut pas en avoir deux pareils dans une même page HTML. Sinon c'est grave. Il se passe rien en pratique, il n'y a que la première qui est utilisée, mais c'est grave. Et ce sélecteur, dièse_content, ça va permettre d'utiliser des styles, enfin toutes les propriétés que je vais mettre dedans, ça va s'appliquer seulement à cette div là et pas aux autres. Donc là, on va faire maintenant, donc on a vu le truc, là on va prendre un autre truc fondamental, on va apprendre comment faire pour centrer un site dans la largeur. Et bien pour ça, c'est très simple, c'est un vieux hack du CSS que tout le monde fait. C'est un peu compliqué de savoir pourquoi ça marche, enfin d'expliquer pourquoi ça marche, mais en gros, si vous mettez margin auto, donc margin c'est comme padding, ça permet de mettre des marges, mais c'est sur l'extérieur, tandis que padding c'est plus des marges intérieures. Donc ça c'est du détail. Donc là si vous mettez margin auto comme ça, vous allez voir que votre site, il va être centré dans la largeur, et même si vous resizez le navigateur, tout va être centré. Sauf si j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie parce qu'il faut mettre aussi une largeur. Il faut forcément que l'élément ait une largeur. Ok. Voilà. Là, ça devrait marcher. Donc là, deuxième propriété. Donc déjà, on a mis des marges en auto. Ça veut dire qu'elles vont s'ajuster en fonction de ce qu'on a besoin. C'est impossible à expliquer ça dès le début, mais bon. Mais le truc beaucoup plus simple à expliquer, c'est width. Donc qui veut dire largeur. Et on a mis une width de 500 px. Et donc cette width, elle va s'appliquer à la div qui a l'id content. Donc ça veut dire que maintenant, avec la combinaison de width et de margin, au centre du site, on va avoir une div qui a une largeur de 500 pixels. On peut mettre des commentaires dans les CSS. Ouais, c'est... Donc la question c'est comment est-ce qu'on met des commentaires dans les CSS. Donc les commentaires en code, ça sert juste pour soi. C'est des trucs qui sont pas interprétés. Et ouais. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Ok, et donc les commentaires en CSS, il y a une petite syntaxe en fait. Donc ça c'est juste pour se repérer en tant que développeur. Par exemple, on va dire là je suis en train de faire le style du centre du site, de la gauche du site. On commence comme ça, on fait slash, enfin anti-slash, étoile, et ensuite étoile, slash. Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est ignoré. Ça c'est un commentaire, c'est juste pour vous. C'est pas indispensable, mais quand on commence à faire des feuilles de style avec plusieurs centaines de lignes, on est content d'avoir mis des commentaires pour délimiter les sections. Donc voilà les commentaires. Donc là maintenant on va enchaîner sur la balise content.
Allez, on copie-colle. Parce qu'on est gros feignants. Donc là dans mon content, moi je rajoute un background et un padding. Donc ça c'est du déjà vu, mais ce qui est intéressant c'est que comme on combine ça avec le sélecteur d'ID, ce background white et ce padding de 20 pixels va s'appliquer que à ma balise content. Ok. Donc maintenant qu'on a le contenu qui a un background et un padding, c'est déjà nettement plus beau qu'avant. C'est vraiment... à l'échelle de 1 à 10, on arrive vers 2. Et là maintenant on va voir un autre sélecteur, alors aussi fondamental. Une fois que vous aurez vu ces 4 sélecteurs, vous aurez vu à peu près 95% des sélecteurs utiles en CSS. Alors, voilà, ça, j'avais donc marqué point photo. Et ça, c'est le sélecteur que tout le monde utilise tout le temps à tort et à travers, c'est le sélecteur de classe. Et le sélecteur de classe, c'est notifié par le petit point devant. Quand c'est un petit point devant, c'est un sélecteur de classe. Quand c'est un dièse devant, c'est un sélecteur d'ID. Et le sélecteur de classe, tout comme le sélecteur d'ID, ça va targeter l'élément qui a un ID avec la valeur content. Là, le sélecteur de classe, ça va sélectionner l'élément qui a une classe, donc dans le HTML, qui a une classe avec marqué photo dedans. Ok. Donc là, on va dans le HTML qu'on a une div avec la classe photo et qui contient l'image dedans. D'où le nom photo. Ça c'est des noms que vous choisissez vous, hein, vous créez les noms que vous voulez. Comme content, moi j'ai mis c'est un nom générique, mais j'aurais pu écrire poète ou bim ou boom. C'est pareil. Photo, c'est pareil. C'est encore un truc que moi j'ai inventé. Et donc vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors non, alors ouais, donc en fait, donc la grosse différence de classe que j'aurais dû illustrer que j'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant. C'est que classe, donc ID, je vous ai dit qu'un ID, on a le droit d'en avoir qu'un seul par page. C'est-à-dire que je vais avoir droit d'avoir qu'un seul ID content dans toute ma page HTML. Par contre, une classe, on l'utilise autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire que si on a 3 photos, ou 2 photos dans ce cas-là, précis, on a le droit de mettre classe photo 2 fois. Et les styles qu'on définit, enfin les propriétés qu'on définit pour le point photo, ça va s'appliquer pour les 2 autres. Ça va s'appliquer pour les 2 plutôt. D'où l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va écrire une seule fois les propriétés et ça va s'appliquer à autant d'éléments du site qu'on veut. C'est ça l'intérêt, c'est pour ça que c'est une des plus populaires de sélecteurs de CSS, c'est qu'on va pouvoir réutiliser énormément de choses. Par exemple, un site qui a 10 paragraphes, mais de types différents, pouvoir mettre des classes vraiment pour réutiliser du code au maximum. Je sais pas si je suis très clair sur ça. Mais bon. Donc voilà, le sélecteur de classe, ça sert quand on a des propriétés CSS dont on veut réutiliser sur plusieurs éléments HTML qui n'ont pas besoin d'être... les éléments HTML n'ont pas besoin d'être des paragraphes ou des divs. Par exemple, le style point photo. Donc le sélecteur point photo, je peux m'en servir aussi bien sur une div que sur un paragraphe, que sur une image. Ça ne fait pas de différence, quoi. Donc avec les classes, on peut réutiliser des propriétés. Et là maintenant, je vais en utiliser une qui est très chelou mais très utile. C'est la propriété float. Float, ça permet de faire flotter les éléments vers la gauche ou vers la droite. Donc vous avez float left, float right. Là vous allez voir que pour la photo, ça va vous la mettre à droite. Ça va vous la mettre tout à droite. En fait, à la base, ça a été inventé pour faire des effets comme dans les journaux quand on a une photo à gauche et on a du texte qui passe autour. Ou à droite. Donc voilà, le float c'est énormément utilisé. Un peu trop d'ailleurs en CSS. Et ça permet par exemple si vous avez un site que vous voulez faire un menu à gauche, vous allez pouvoir flotter le menu à gauche et avoir le texte qui défile à droite du menu. Voilà. L'effet voulu. L'effet voulu, donc on voit que la photo au début elle était alignée, elle allait en dessous, tout ça. Maintenant elle est à droite, donc du coup ça ressemble un peu plus à un CV papier avec la photo en haut à droite. Donc le float ça permet de faire ça. Et si j'avais mis float left à la place, ça aurait pas changé grand chose parce que j'étais déjà à gauche, mais ça me l'aurait mis un peu au-dessus je crois. Voilà. Ça peut faire des trucs bizarres, donc là c'est avec float left à l'opposé, donc là l'élément va flotter tout à gauche. Et ensuite on voit que le titre, il va se coller juste à droite de mon float. Donc en fait c'est fait pour faire des effets où il y a le texte qui va autour d'un élément visuel. Et on n'est pas obligé de mettre ça justement seulement sur une image, on peut imaginer là tout un paragraphe là-dedans ou
ou un menu à gauche. Donc ça sert à ça les floats. Et ensuite après c'est pour faire ça proprement. Après il faut rajouter des paddings et des marges pour que le truc soit pas trop dégueulasse et pas trop collé. Donc les floats à gauche et à droite c'est très utilisé. Ça permet beaucoup de faire des menus en général. Centré c'est TextLine Center. Alors il y a une autre propriété qui est liée au float. Alors bon, là je vais peut-être ça va peut-être un peu vite, hein, mais de toute façon le but c'est juste de vous montrer globalement qu'est-ce qu'on peut faire. Vous n'allez pas tout retenir en une soirée, c'est normal, hein, ça fait beaucoup d'infos. Donc là je vais vous montrer comment on peut faire quand... Là donc là j'ai ma float, j'ai mis à droite, mais maintenant ce que je veux c'est que le texte Yannick Dominguez, le H2, il soit en dessous de la float. Je veux pas qu'il soit au niveau qui flotte, enfin qu'il soit au même niveau que le float, parce que pour l'instant il y a l'image qui est là et puis il y a le texte qui s'intercale à peu près. Ça je vais pouvoir utiliser une propriété faite pour ça. Qui s'appelle comment? Donc là du coup, comme c'est sur le H2 que je veux agir, je vais mettre toujours mon vieux sélecteur H2. Et il y a une propriété un peu bizarre qui s'appelle clear. Si je fais clear right, ça va me placer hop, comme ça. Ça va me placer le H2 en dessous de toutes les floats right qui sont au-dessus de lui. C'est un peu subtil comme effet, mais en gros ça va le mettre en dessous quoi. Il va voir toutes les floats à droite qui sont à son niveau et il va se mettre tout en dessous, le H2. Tout à fait. Excellente remarque d'Antonin. Excellente. On peut le remettre. En fait, on peut, ce qu'Antonin a dit, c'est que ça, on peut le mettre dans le H2 d'avant. Et c'est tout à fait vrai. Mais en fait, non, mais ouais, tout le monde s'en fout. Mais je crois que tout le monde s'en fout de tout là. Hein. C'est une section nihiliste. Et, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, bah en fait, c'est à le même effet. Mais t'as raison qu'en fait, en vrai, la bonne pratique, ça va être de mettre un seul sélecteur, enfin une seule règle CSS H2, on va pas dupliquer. Moi c'est plus simple parce que du coup ça permet, c'est juste pour la présentation en fait. Mais Antonin a raison, pour de vrai, il faut pas faire deux fois. Si vous avez deux fois le même sélecteur dans une même feuille de style, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Mais ça met aussi en évidence une autre propriété de CSS qu'on n'aura pas trop le temps de voir, qui est la cascade. Alors ça c'est très compliqué, ça prend des années de recherche intense. Mais en gros c'est CSS, ça veut dire cascading style sheet. Donc style sheet c'est feuille de style, ça on a compris. Et cascading, c'est parce qu'en fait on va gérer. Alors ça c'est un concept très tordu qui a été un peu stupide en rétrospective d'avoir fait ça, mais en gros ça gère la priorité des styles. Parce que vous voyez que là j'ai je vais avoir il y a plusieurs feuilles de. Alors j'ai plusieurs règles CSS qui matchent, donc qui matchent les mêmes éléments. Donc par exemple j'ai deux sélecteurs H2, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, les deux vont s'appliquer au H2. Et donc dans ce cas-là, si dans les deux cas, j'ai par exemple le même truc. Si dans les deux cas, j'ai un style background. Hop. Donc en haut, j'avais mis un background grey. Ou je sais plus. Non, sur le H2, j'avais mis quoi? Jambe bafouille. Regarde, j'avais mis un TextLine Center, tu vois. Bah moi, si par exemple, je veux que mon texte il soit à gauche. Si j'en ai un autre qui veut que le texte soit à gauche, je fais TextLine Left. Donc ça veut dire que pour H2, dans cette page, on va avoir deux styles contradictoires. Parce qu'on a à la fois TextLine Left et un TextLine Center. En fait, la cascade, ce qu'on appelle en CSS, c'est un ensemble de règles qui permettent de savoir quel style va prendre le dessus. Et dans notre cas, c'est très simple, c'est le style qui est déclaré le plus derrière, donc le plus en bas. Donc c'est-à-dire que c'est celui-là, le texte il va être aligné à gauche. Et il y a tout un ensemble de styles, de règles. Donc ça peut paraître con comme ça sur des cas simples, tu vois, il n'y a pas d'intérêt de faire deux fois TextLine machin, parce qu'en général on sait ce qu'on veut. Par contre, en CSS, comme on peut mettre plein de feuilles de style dans son site, c'est pas rare qu'on récupère des feuilles de style déjà toutes faites de quelqu'un qui a bossé avant et on met la sienne en dessous. Donc là, il va falloir qu'intelligemment, on écrase certaines des propriétés de la personne au-dessus. Et c'est là que la cascade prend son sens et ça permet d'avoir à chaque fois, parce qu'on n'a pas le choix pour chaque propriété CSS, il faut bien qu'elle soit appliquée une seule fois. Donc ça permet de résoudre tous les conflits. Si on applique 15 fois s'il y a 15 styles qui s'appliquent, enfin pour un même style, s'il y a 15 valeurs qui s'appliquent sur H2, il y en aura toujours une seule qui va gagner. Donc voilà, ça c'est la cascade. Et c'est une galère à gérer en pratique. Ok, alors on continue. Maintenant on va s'intéresser à notre liste. On va la rendre, j'allais dire moins moche, mais je pense que c'est un peu polémique. On va la rendre différemment moche. Alors là, j'ai pris un sélecteur qu'on connaît bien, c'est le sélecteur d'attributs. Non, c'est le sélecteur pardon d'éléments. Le sélecteur d'éléments, il va s'appliquer à tous les éléments LI, donc tous les éléments de liste de mon site.
Donc ça veut dire que là pour l'instant j'en ai 2 ou 3. Et on peut commencer par resetter. Si par exemple on n'aime pas les bullet points, on peut mettre list style none et ça va dégager les bullet points. Parce que les bullet points, on n'aime pas ça. T'aimes bien toi? C'est un exemple comme un autre. Mais bon. Donc là on dégage les bullet points. Voilà tout simplement. Puis il y a moyen de mettre d'autres... Là je peux entendre le détailler aujourd'hui, mais par exemple à la place des bullet points, on peut mettre une image qu'on choisit soi. Du coup on peut avoir un petit JPEG de 3-4 pixels de large et on dit list style utilise ce truc là à la place, mais je me souviens plus comment on fait. Mais c'est très simple, quand on se souvient. Alors, donc là ça devient très compliqué d'un coup. Ça on aime bien. J'aime bien faire comme ça quoi, pour remettre un peu les gens à leur place quoi. Ils se disent ah super c'est facile. Non, pas du tout. C'est un enfer. C'est que le début. Alors là, ouais, là j'en ai un peu combiné un peu trop. Ouais. Ok, alors on va faire ça en 2 fois, hein, puisque on n'est pas des sauvages. Ah, ça pour cumuler. Ouais, on peut. Mine de rien, tu peux faire pas mal de trucs différents quoi. Alors, bim, tuc, tuc, 0, 0, 0, CC, je crois que c'est ça. CC. Ok, alors ça, c'est un nouveau type de sélecteur. Donc le background, il n'y a pas de surprise, ça on sait ce que c'est un background, on sait ce que c'est une couleur en hexadécimale. D'ailleurs en général il faut 6 chiffres. Hop, voilà, là c'est une vraie couleur en hexadécimale. Alors ce sélecteur là, attention, là ça commence à devenir vicieux. C'est un sélecteur de descendance. Alors les sélecteurs, ils peuvent se... En fait ils se combinent les sélecteurs. Et ils se lisent toujours de droite vers la gauche. Donc là il faut le lire comme ça. Il faut lire je veux sélectionner tous les éléments de type LI qui sont des descendants, c'est ce que veut dire le petit espace, de UL. Donc des descendants, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur. On va voir ce que c'est alors. Qu'est-ce que c'est un descendant en HTML? Eh bien c'est très très simple, regardez. Vous voyez, tournez votre attention sur les balises UL et LI. Donc en fait, en HTML, donc comme on avait dit la semaine dernière, ça représente, c'est un arbre finalement. On commence avec une balise HTML et ensuite on va avoir des balises enfants qui ont elles-mêmes des balises enfants, donc des grands enfants, enfin des petits enfants pardon, c'est comme ça qu'on dit en français, des petits enfants. Et de la même manière en fait, du point de vue des balises, du point de vue de, si moi je dis ah moi je suis LI, et ben UL c'est mon parent, ok. Si je me mets du point de vue de UL, LI c'est mon enfant. Parce que ça paraît clair en fait cette relation, c'est que si je suis à l'intérieur, ça veut dire que je suis un enfant, parce que je descends de UL. Ok? LI est un enfant de UL. UL est un parent de LI. Est-ce que quelqu'un a compris ou pas? Ça vous paraît clair? Ok. UL c'est un enfant de body, et ça marche, et alors attention, petite subtilité, LI c'est un, voilà, c'est un petit enfant de body. Donc c'est un descendant de body, et c'est ce que veut dire le petit espace entre les deux. Ça veut dire que je sélectionne les LI, parce qu'on lit depuis la droite, qui sont des descendants de UL. Donc descendant, c'est soit enfant direct, soit petit enfant. Donc ça veut dire que si j'ai un LI qui est par exemple l'enfant, enfin qui n'a pas d'ancêtre UL, ça va pas être sélectionné. En fait, à quoi ça sert en pratique? C'est pour délimiter les zones de son site. Donc imaginez un site classique, vous avez du contenu au milieu, et à gauche vous avez une colonne avec par exemple un menu, quelque chose comme ça. Donc la colonne à gauche, elle pourra avoir un ID genre menu. Le bloc au milieu, enfin la div au milieu va avoir un ID content. Grâce à ce sélecteur là, on va pouvoir dire, si par exemple je veux que les paragraphes qui sont des descendants du menu soient rouges, je vais pouvoir le dire comme ça, parce que je vais pouvoir dire choisis-moi seulement les paragraphes qui sont des enfants de menu. Et si je veux qu'au contraire dans le contenu les paragraphes soient verts, je vais pouvoir le dire aussi comme ça, je vais pouvoir dire choisis-moi tous les paragraphes qui sont des enfants de contenu et pas des enfants de menu. En fait c'est ça permet de faire ça en fait. Et ça c'est déjà un peu plus compliqué. Alors comme variante qui est quasiment la même chose
on a ça. On a UL, comment on dit, chevron, LI. Donc là pour le coup, autant UL espace LI, c'est je choisis les éléments LI qui sont des descendants de UL. Ça veut dire je choisis les éléments LI qui sont des enfants de UL. Ça veut dire que c'est des enfants directs. Si le UL est beaucoup plus haut que beaucoup plus loin que le LI, ça va pas marcher. Le sélecteur va pas être matché et du coup ça va pas concerner cette balise LI. Descendance directe, voilà. Ça veut dire que ça va s'appliquer que au LI, dont le parent, vraiment la balise la balise juste qui est la plus haute. Enfin, tu vois, quand tu remontes la chaîne, faut imaginer en fait le HTML. Donc, faut imaginer ça comme un arbre inversé. Donc, imagine que là, en fait, on part. Le LI, c'est vraiment le bout de la branche, tu vois. C'est vraiment la feuille parce qu'on est arrivé tout au bout. Imagine que tu remontes la branche. Le parent, c'est UL. Le parent direct, voilà, c'est le parent en fait. C'est soit des parents, soit des, comment on dit, des grands-parents, ce serait le body, mais c'est des aïeuls quoi. C'est de manière plus générique. Donc tu vois, tu remontes, tu commences à LI, c'est vraiment c'est vraiment la feuille. Ensuite, tu remontes la branche, tu arrives à UL. Tu remontes de nouveau la branche, tu arrives à body. Et tout en haut, vraiment le tronc, les racines du truc, c'est le HTML quoi. C'est le début. C'est ce genre de métaphore et du coup, ça te permet en fait, il faut voir ça aussi un peu comme une généalogie. Tu vois, tu as des histoires de parents, d'enfants, de frères. C'est la même représentation. Et tu as aussi des histoires de frères, en fait. On parle aussi de frères. Par exemple, le H1, on dit qu'il est frère. Enfin, qu'il est frère ou sœur, quoi. Je sais pas ce que c'est le terme générique, mais de H2. Et aussi de P. Et pareil, en CSS, une fois de plus, on a une manière d'exprimer ça. C'est avec le tilde. Que je sais pas du tout où il est sur le clavier. Quelqu'un sait où est le tilde? Tilde. Alt N, c'est le petit machin. C'est pas Alt N. Ouais, le petit le machin. Antonin? Un tilde, comment on fait? C'est un truc. Alt N. Ah voilà, c'est ça un tilde. Donc ça. Bon, faut pas regarder le 2.envchild, ça c'est juste après. Voilà, le. Bah, donc. Marche pas du tout. Le tilde, ça veut dire c'est les frères et sœurs. Ça veut dire que là, choisis-moi tous les LI, dont au moins un des frères, un des 9 frères est un UL. Donc dans ce cas-là, dans le cas de notre document HTML, c'est rien du tout. Mais par contre, si on fait avec les H1, on a vu tout à l'heure que H1 était frère de H2. Donc si on fait ça, là, on va sélectionner, c'est une autre manière de sélectionner les H1. Le H1, il faut qu'il ait un H2 au même niveau. On va la refaire. On réexplique. Alors donc voilà, faut vraiment voir le HTML, c'est comme un arbre, ça imite comme un arbre généalogique du coup. Alors, on reprend, donc LI est un enfant de UL, qui lui-même est un enfant de body, qui lui-même est un enfant de HTML. Et HTML c'est à la racine, c'est vraiment, y a rien au-dessus quoi, c'est Adam et Ève quoi. C'est bien comme métaphore, hein. Un peu de biblique. Alors, donc voilà, donc on a cette relation déjà, on a cette relation parents et enfants vers les nœuds et parents et enfin enfants et aïeuls. Et de la même manière, on va avoir des relations de frères et de sœurs. Là par exemple, toutes les balises LI sont frères et sœurs, parce qu'elles sont au même niveau, d'indentation en fait. Ça veut dire qu'elles ont autant de parents. Elles ont un parent commun et elles en ont autant en nombre quoi. En fait, dès que c'est comme dans la vraie vie. Dès que tu as un parent en commun, dès que ton parent est le même quand tu es un nœud, donc là on voit que le LI, tous les LI, leurs parents c'est le UL, bah ça veut dire que t'es frère et sœur. Bah oui, c'est ça. Hein. Si t'as le même parent, c'est que. Alors il y a demi-frères et demi-sœurs, mais on va pas rentrer dans le détail. Enfin tous les enfants des différentes divs. Donc par exemple ici, ouais. Là cette div, la div classe photo là et celle-là là, ils sont frères et sœurs parce qu'ils sont au même niveau. En fait ils ont le même parent. Il faut avoir le même parent pour être frère et sœur, tout simplement. Le tilde. Alors ça veut dire, donc là on a mis H2 à droite, tilde H1. Donc il faut toujours lire depuis la droite. Donc on commence par H2, c'est-à-dire je sélectionne tous les H2, toutes les balises H2, dont au moins un des frères et un H1. Donc en fait, le navigateur il va regarder tous les H2 qui existent et il va regarder ses frères. Donc les frères de H1, tu vois, en fait il va arriver, il va voir que le parent
de H2, c'est la div. Donc il va commencer à regarder tous les enfants de div, parce que du coup c'est ses frères et sœurs. Donc il va commencer à div, et ah bah non, ça c'est pas un H1, donc ça correspond pas au sélecteur. Il regarde le deuxième, non, ça c'est pas un H1, ça correspond pas. Il arrive là par contre, là il y a un H1, ça veut dire que H2 a un H1, il peut s'arrêter, le sélecteur est matché, donc on va pouvoir appliquer les propriétés CSS. C'est comme ça que le navigateur il fonctionne, quoi. C'est de manière très systématique. Tu commences par la droite et puis tu regardes tout. De quoi? Il y a un autre H2? S'il y a un autre H2, si par exemple il y avait un H2 ici, bah lui, il serait pas concerné, le sélecteur le matcherait pas, parce qu'il a pas de, frère. Il a pas de frère qui est un H1. Il aurait juste un frère qui est un A. C'est vraiment ceux qui sont au même niveau. Pour être frère et sœur, il faut avoir le même parent. Et le parent, c'est juste la balise la balise au-dessus, je sais pas comment dire, qui englobe, la balise directe qui englobe, quoi, la première au-dessus. Voilà, donc ça c'était la parenthèse sur les sélecteurs. Et le but c'est de vous montrer que quand même on peut aller vraiment dans le détail avec les CSS et que c'est bien pratique. Alors je reviens sur mon truc comme ça. Et là maintenant, on va faire un petit effet qui permet de styler un élément sur deux. Ça c'est les choses qu'on voit beaucoup dans les tableaux de données, tableaux Excel, ce genre de trucs. C'est que par exemple on va avoir une ligne qui est en bleu clair, on va avoir une ligne qui est en gris. Ça permet de rendre le truc bien lisible, pardon. Donc là on va faire ça avec envchild. Là ça commence à devenir bizarre au niveau syntaxe. Et on va mettre odd. Donc là ça complexifie encore le sélecteur. Donc là ça veut dire envchild odd. Ça veut dire tu me prends tous les éléments parmi les éléments qui sont matchés qui sont impairs. En anglais odd ça veut dire plusieurs choses, mais ça veut dire aussi impair. Il y a odd et even, on va voir even juste après. Donc ça en pratique quand vous allez le voir, vous allez voir que ça fait seulement une balise LI sur 2. Et donc en fait on continue. Donc on voit donc le sélecteur c'est toujours match-moi les H1 qui sont des descendants de... alors c'est pas ça qu'en fait on voulait mettre, c'était LI. Hop. LI qui sont des descendants de UL. Mais en plus, je rajoute la contrainte suivante, et ça on appelle ça une pseudo-classe, mais c'est pas très important pour l'instant. Je rajoute la contrainte que le LI doit être un élément impair. C'est-à-dire que là, le UL, il a 4 enfants. Donc il a l'enfant numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ça va s'appliquer que à l'enfant numéro 1 et numéro 3, parce que c'est les nombres impairs. Alors, donc là, on a fait les impairs, et vous allez pouvoir copier-coller. Vous pouvez copier-coller tout ce petit sélecteur là, enfin toute cette partie là. Et au lieu de odd, vous mettez even. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner les autres. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez changer. Moi, j'ai choisi de mettre une fois de plus du gris. Parce que je suis quelqu'un de sérieux. Donc voilà, là c'est sur tous les éléments pairs. Ça va mettre gris. Sur les éléments impairs, ça va mettre du je sais pas quoi. Rouge, vert, du bleu. Et du coup ça va faire un beau quadrillage qui rend le truc potentiellement lisible s'il y avait des couleurs plus adaptées. Et ben on continue. Ah, alors là on va faire un truc très marrant. On va rajouter une image de fond. Et on va la mettre sur le body. On va mettre une image qui se répète sur tout le body. Donc pour l'image, c'est la même propriété que pour la couleur. Sauf que là, comme c'est une image, c'est un peu comme l'image en HTML. Il y a une syntaxe en CSS pour dire quand tu mets une image, et c'est avec URL. Et à l'intérieur du URL, je finis le truc, puis après, je vous laisse regarder. Hop. Moi, je vous ai mis dans le dossier une petite image back.jpg qui est juste une toute petite image qui se répète, qui est faite pour se répéter. Donc là, toujours la même, hein, sélecteur de body. Donc comme on a déjà... Donc là, d'ailleurs, ça montre aussi la cascade. Hein, c'est parce que là, j'ai mis 2 fois le même sélecteur body qui a 2 fois la même propriété background. Mais comme celle-là est définie plus bas que celle du haut, il faut imaginer que le navigateur, il lit la feuille de haut en bas, hein, comme nous. Et ben, on va avoir... Celle-là, elle domine sur l'autre. Et du coup, la première truc de couleur gris qu'on avait mis, ou bleu ou vert, c'est plus tenu en compte, quoi. Ça, le background, ça écrase tout. Et quand on met URL, eh ben, on peut faire pointer vers une image, n'importe laquelle, au format JPEG, PNG, GIF. C'est déjà pas mal.
Donc voilà, une fois que vous aurez ça, vous allez avoir droit à un superbe fond qui se répète. Et ce qui va être intéressant, c'est que, donc comme je l'ai dit plus tôt, ces propriétés-là, elles s'appliquent à n'importe quel élément. C'est-à-dire que on n'est pas pour les... Là, vous savez mettre une image sur tout le body, donc sur tout le site, mais vous allez pouvoir faire la même chose sur les paragraphes. Si vous mettez P, ça va mettre une image de fond sur les paragraphes. Si vous mettez div, ça va mettre sur les divs. Et après, vous pouvez mettre aussi du coup vous allez pouvoir rentrer plus dans le détail, vous pouvez mettre des classes. Par exemple, dans le HTML, vous allez pouvoir mettre une classe image background. Et si vous faites .image background, ça va mettre une image de fond à toutes les balises HTML qui ont cette classe-là. En fait, ça s'applique, c'est ça qui est pas mal en CSS, c'est qu'une fois qu'on a compris les propriétés, elles marchent pareil pour toutes les balises. Il n'y a pas de différence. Alors évidemment, l'URL, quand on met back.jpg, ça part du principe qu'on a une image JPEG qui s'appelle back et qui est dans le même répertoire que la feuille de style. Si on le met dans un sous-répertoire, il faut mettre, si par exemple on a un sous-répertoire CSS ou style, il faudra mettre css/back.jpg. L'URL, c'est par rapport à la feuille de style. Il y a certaines propriétés qui disent qui sont héritées des enfants et certaines non. Le background n'est pas hérité, mais par exemple le type de fonte est hérité. Si tu mets de l'Arial, l'Arial, tu n'es pas obligé de mettre un sélecteur universel, tu peux dire le body est en Arial et toutes les propriétés ça hérite. Et ça, il n'y a pas de règle en fait, c'est juste chaque propriété au moment où les mecs spécifient, ils disent si elle est héritée ou pas. Le background n'est pas hérité parce que sinon ce serait en fait, c'est en fonction de la logique quoi. Là, ce serait trop compliqué d'avoir dès que tu mets un background sur un d'avoir tous les enfants qui ont le même background parce que ça ferait visuellement ça ferait n'importe quoi. Donc ils partent du cas le plus logique et après si tu veux faire des trucs un peu tordus, tu as toujours moyen de retomber sur tes pattes mais c'est plus compliqué. OK. Ah, là attention. On arrive à la fin donc on va faire des trucs spectaculaires, on va faire des bords arrondis et même des animations. Des animations. Mais d'abord, là maintenant, on va styler le lien vers la page contact. On va en faire quelque chose qui ressemble plus à un bouton. Alors, on commence le sélecteur par un A, parce que c'est une encre. Hein, je vous rappelle, en HTML, le A, c'est l'encre qui permet, donc ça veut dire anchor, c'est l'encre, ça permet de faire des liens entre différents documents, le fameux lien hypertexte. Donc, il donne son nom au HTTP, il y a plein d'autres trucs. Mais tu fais quoi quand tu veux programmer Alors, là, c'est un sélecteur aussi. Là, je vous montre un nouveau sélecteur qui est très utile, mais très méconnu. De quoi? C'est le sélecteur d'attributs. Mais du coup, un peu remixé. Et il y a certains qui s'en servent plus comme ça que des sélecteurs de classe. Du coup, c'est plutôt marrant. En fonction vers quoi tu pointes, tu peux. Enfin, après, c'est des trucs d'attributs quoi. De toute façon, même les classes et les ID, tu peux le faire avec ça. Les ID et les classes, c'est juste des raccourcis vers le sélecteur d'attributs. Je sais, si tu fais A classe égale poète, voilà. Ou A ID égale, enfin, machin. C'est à la place de href, si tu mets ID ou classe, ça marche pareil que si tu faisais un point A ou un dièse A. C'est ce que je veux dire? Ouais, c'est juste de la syntaxe. Alors, il y a des syntaxes que j'ai oublié, mais genre, t'as des trucs. Genre tilde, bon alors du coup tilde égale qui veut dire match le début, genre si ça contient ou si c'est juste le début, juste la fin, genre un peu comme des expressions régulières, genre si t'as un petit chapeau comme ça c'est juste le début, si t'as un dollar c'est juste la fin, enfin il y a des trucs comme ça, du coup voilà, mais t'as des trucs pour matcher de manière un peu plus fine, mais tu peux pas faire d'expressions régulières non plus. Enfin bon, cette parenthèse. Donc, nouveau type de sélecteur, très utile et pour le coup celui-là pas très connu, donc si vous voulez briller dans les nombreuses soirées CSS auxquelles vous allez participer. Donc ça, c'est le bon vieux sélecteur de balise, hein, toujours le A. Et les crochets comme ça, je sais pas comment on dit, crochet, crochet, c'est bien crochet. Crochet, c'est le sélecteur d'attributs. Donc ça veut dire qu'on va matcher les nœuds, les balises HTML qui ont l'attribut href, qui ont la valeur contact.html. Donc href égale contact.html. Et si vous allez vérifier dans votre HTML, vous allez bien voir que la balise A sur laquelle on fait le lien, elle a bien un attribut href égale contact HTML. Et comme ça permet de choisir le lien, mais juste ce lien-là. Si vous faites un lien vers une page, je sais pas moi, Portfolio, là ça va pas fonctionner parce que ce sera portfolio.html. Donc là, on va pouvoir styler juste comme ça on peut choisir de manière précise quel lien on veut styler. Les crochets, ça marche pour n'importe quoi. Tu peux sélectionner par exemple une div qui a un attribut poète. Enfin, tu sais, tu peux définir des attributs toi aussi. Enfin, c'est pas très correct, mais donc non, ça marche pour tout. C'est pas que pour les liens, ça fonctionne pour tout. Dès que tu as une balise qui a un attribut dans ton HTML, tu peux la choisir comme ça.
Alors bon, je vais passer vite sur ceux qu'on connaît déjà. Alors tout ça là, j'ai copié un bloc. Je vous laisse copier si vous voulez aller dans le détail. Bon, ce sera peut-être un peu mieux. Donc background, padding, color, c'est pour le texte, font size, texte décoration, none. Ça veut dire qu'on veut pas de, on veut parce que par défaut les liens en HTML ils ont toujours le trait quand ils sont toujours soulignés. Texte décoration none, ça permet d'enlever ce qu'ils appellent la décoration du texte, donc qui est souligné, surligné. Enfin il y a deux trois petites valeurs, principalement soulignées. Donc ça on connaît déjà. Et donc ça s'applique que aux liens contact. Dites-moi bien quand vous avez fini ça et puis on va enchaîner sur les trucs. Mais trop bien quoi. Bord arrondi, enfin le truc. Attention. Alors, maintenant qu'on a notre beau bouton qui est bien carré, on va lui mettre, ça je connais, on va lui mettre des bords arrondis. Et les bords arrondis, c'est avec border radius. Et genre vous mettez en pixels, une fois de plus. Donc vous pouvez tester différents réglages. 10, 15, 20, 50 000. Au bout d'un moment ça fait des trucs bizarres. Mais en gros ça fout des bords arrondis de partout. Et comme les backgrounds, comme les paddings, comme les margins, on peut faire border radius-left pour juste mettre un bord au top left, je crois, c'est border radius-top-left pour mettre juste un bord arrondi en haut à gauche, bottom right, top right. Ça on peut choisir bord par bord, parce que des fois on veut juste avoir un seul bord arrondi et pas 4. Mais là c'est un raccourci pour en mettre deux partout. Alors à 5 pixels ça se voit pas trop, faut en mettre plus des fois, faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Allez, on est quasiment au bout. On va pas aller jusqu'au bout, hein, on finira parce que là on est c'est presque l'heure, mais on va quand même voir dernier truc, on va voir les animations. C'est quand même plus rigolo. Alors, les animations en version très simple. Alors d'abord, avant les animations, là il faut écouter, ça va être très important. Alors, je suis en train de donner là. Spoiler alerte là. Alors. Allez. Super. Alors, c'est un peu bas, hein. Alors, avant les animations, on va voir un truc. En CSS, on a moyen de faire quelques petits effets, pas beaucoup, mais qui réagissent à l'interaction de la souris. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un 2 points over, là c'est sur un A, donc ça s'applique un A, ça c'est une pseudo-classe, ça veut dire que c'est un état dans le temps, c'est un truc très compliqué à expliquer, mais très simple en pratique. C'est en fait les styles, les propriétés qu'on va mettre là-dedans vont s'appliquer seulement au moment pendant que l'utilisateur a la souris sur le lien. Et pas n'importe quand. Donc ça veut dire que si je fais un effet simple, genre de background, que je fais donc A over background, moi je sais quoi, je crois que j'ai mis purple, mais c'est pas important, ça vous mettez la couleur que vous voulez, évidemment, ou même une image de fond si vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez tester que ce background purple va seulement s'appliquer quand vous avez la souris par-dessus le lien. Dès que vous virez la souris, ça reprend le style d'avant. Comme ça permet de manière visuelle de souligner pour l'utilisateur qu'est-ce qui va être interactif sur notre site. Donc c'est super important pour que les gens soient pas perdus sur le site, quoi. Et de la même manière qu'on a over avec un H, un peu bizarre, qui marche quand on passe la souris par au-dessus, on a active sur le même modèle qui marche quand on a la souris qui est appuyée dessus. Donc c'est quand on a le bouton de la souris enfoncé. Parce que là, dès que vous allez relâcher le bouton, ça va suivre le lien. Mais quand vous avez le bouton de la souris enfoncé, moi dans mon exemple, ça va mettre le background en orange. Donc voilà, évidemment, c'est pas limité au background. Absolument toutes les propriétés CSS, vous pouvez les appliquer dans le hover, dans le active. Donc vous faites les effets que vous voulez au moment de l'interaction. Et c'est pas juste sur les A, hein, une fois de plus, ça marche sur les divs, les paragraphes, les titres. Vous pouvez faire H1 over, A over. Vous pouvez combiner ça avec des sélecteurs de descendants. Vous pouvez dire je veux que ces styles s'appliquent que quand le H1 est un enfant de body qui est en over. Enfin, en fait, tous ces sélecteurs que vous avez vus, il y a moyen de les combiner. Ça aussi, c'est un truc de base, hein, tous les mecs qui font du CSS font du over, du active pour faire des effets d'animation de manière super simple. On n'a pas besoin de savoir coder pour le faire, enfin, à part du CSS. Ça permet d'éviter bien des galères. Est-ce que tout le monde y est au niveau des over, des actives? Ça fonctionne? Ça marche chez quelqu'un ou pas? Je vais essayer. Ah bon. Ah oui, non, ça marche en fait. Donc, ok. Parce qu'en fait, j'allais dire que c'était... parce qu'il y a une règle
dans les CSS, c'est toujours la cascade. En fait, je pensais que ce style-là n'était pas utilisé parce que il y avait le A href au-dessus. Et la cascade fonctionne que les sélecteurs qui sont plus spécifiques, ceux qui ont plus de parties, ils prennent le dessus sur les sélecteurs moins spécifiques. Mais là, ça doit être autre chose. Ok, donc on a ça. Et maintenant, on va faire les animations. Et bien ça, pour faire de manière très très simple, c'est très très simple pour le coup, avec une seule propriété, qui est transition. Là, on va retourner dans le ahref contact. Et on va rajouter transition. Alors, je sais plus si ça marche dans tous les navigateurs. Faudra peut-être rajouter des trucs spéciaux. Hop, 1S. Je teste juste que ça marche. Ouais, moi chez moi ça marche. Alors, donc vous pouvez taper transition, espace 1S, S pour seconde. Donc ça veut dire que vous pouvez régler la durée de votre transition. Vous pouvez mettre 0.5 pour 0.5 secondes. Ou vous pouvez faire ça en millisecondes. Si vous faites 1000 ms, ça fera 1000 millisecondes, ce qui correspond à 1 seconde. Donc juste avec ça, normalement, ça devrait fonctionner. Ça dépend peut-être du navigateur. Bon, avec Chrome, ça marche. Et vous verrez que quand vous passez la souris par-dessus le lien, l'effet de couleur s'applique, mais avec un délai, quoi. Communément appelé une animation. Est-ce que chez quelqu'un ça marche? La propriété transition, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare, ça sert à dire, on déclare que quand une des valeurs de cet élément-là qu'on a choisi va changer, on va appliquer ce changement, mais avec un délai de 1 seconde. En fait, on ne peut pas l'appliquer sur le hover, parce qu'au moment où tu arrives sur le hover, si tu mets ça, ça marchera, mais que quand tu défais, enfin que quand tu sors du truc, ça te fera un effet d'animation, mais plus. Du coup, en fait, l'effet de transition, on le met sur l'état standard. Et ensuite, quand on arrive là, parce que c'est un peu bizarre au début, mais quand on met transition 1 seconde, en fait, la propriété transition, elle prend deux choses de base. Enfin, en général, elle prend un temps, donc là c'est 1 seconde, et elle prend à quelle propriété on va appliquer ça. Parce que des fois, la plupart du temps, les transitions, on va vouloir les faire par exemple que sur le background color, ou que sur la largeur, ou que sur déplacer. Là, comme j'ai rien mis, la valeur par défaut c'est all. Ça veut dire que c'est tous les styles. Donc en fait, peu importe le style qu'on va changer, ça va toujours faire un effet d'animation. Si par exemple vous retournez dans Over et que vous faites un font size, que vous changez la valeur, genre 60px, bah là ça va faire un effet d'animation sur le Over. En même temps, quoi, ça va pendant 1 seconde, ça va aussi changer non seulement la couleur, mais la font size. Si ça fonctionne en tout cas. Hop, font size, voilà, chez moi ça marche. Magnifique. Et donc ça marche en fait avec toutes les propriétés. De la même manière, on va pouvoir faire ça avec toutes les propriétés. Après, ça dépend des propriétés. Il y en a certaines qui se prêtent pas à une transition. Par exemple, mais il y en a très peu finalement. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a TextAlign. Par exemple, c'est le TextAlign. Vous passez Center à Left, il ne va pas y avoir d'animation parce que ça se prête pas, quoi. Faudrait plutôt utiliser Top Left, des propriétés qui sont faites pour ça. Ou Background. Les borders, ça s'y prête. Si on change si on change de solid à dashed, ça va le faire de manière instantanée. Enfin, il n'y aura pas de transition parce que ça s'y prête pas. Le background, par exemple, si vous avez un background qui est une image, je pense que si on change. Ah, quoi que non. Si on change d'image, normalement, ça doit faire une transition entre les images. Ouais, le border radius, ouais, on peut faire comme ça. En fait, si on veut repasser par exemple à angle droit, quand on est en over, on fait un border radius avec 0 pixel. 0, c'est pas peine de mettre px, on peut juste mettre 0. Et là, ça devrait normalement, de la même manière. Ouais, voilà. Moi, ça m'enlève les bords arrondis, quoi. En fait, toutes les propriétés numériques, on peut faire les transitions. C'est les propriétés qui vont avoir un chiffre et une couleur. Finalement, pour l'ordinateur, c'est juste un chiffre, quoi. Chaque couleur a un chiffre unique. Et pour faire la transition, il passe par tous les chiffres qu'il faut pour arriver à la couleur cible. Enfin bon, voilà, du coup, ça, on peut faire des animations comme ça. Et si on veut qu'il n'y en ait que sur certaines propriétés, alors là, je fais ça de mémoire parce que je me souviens plus exactement. Mais genre, si on précise background dans transition, je sais plus si c'est avant ou après qu'il faut faire. Voilà, là, vous voyez, petite variante. Là, dans transition, j'ai mis 1 seconde et ensuite j'ai mis background. Et ça veut dire que je veux qu'il y ait des transitions qui se passent en 1 seconde toujours, mais par contre seulement sur la propriété background. Et si vous faites ça et que vous essayez, vous verrez que le background, la couleur va changer avec une transition. Par contre, le font size et le border radius qui est là, ils vont changer instantanément.
la transition n'est pas appliquée à eux. Donc, par défaut, si on met rien, ça met sur tous. Et ensuite, on va pouvoir dire, on va pouvoir mettre une liste. Normalement, c'est une liste, hein. Je pense que si on met background, font size, un truc comme ça va mettre background et font size sur les transitions, mais pas les autres. C'est très rare qu'on ait envie que toutes les propriétés changent en transition. Enfin, en général, les transitions, on fait ça de manière assez subtile, seulement sur une seule propriété pour souligner l'interaction utilisateur. C'est pas la fête, quoi. Ça, c'était à l'époque du Flash. On a déjà tout fait, donc maintenant on peut se calmer. Ok. Et bah écoutez, moi ça va, quoi. Il reste 2-3 trucs, mais c'est pas très important. Donc, on arrive au bout. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a déjà vu une bonne partie, quoi. Ouais. Alors non, c'est pas un seul div, c'est un seul ID. En fait, ce qu'on a mis tout à l'heure dans l'ID, tu vois, c'était ID content. Si j'avais une deuxième div ou n'importe quel autre élément qui avait, par exemple, le H1, si j'avais dessus un ID égale content, ça, ce serait une erreur. Et il y aurait des trucs qui marcheraient pas. Par exemple, si j'avais un dièse content dans mon CSS, il s'appliquerait que au premier qui trouve, c'est-à-dire à la div, mais il s'appliquerait pas au H1. Donc si tu veux avoir la même règle CSS qui s'applique à plusieurs balises, il faut utiliser des classes et pas des ID. Les ID, ID, ça veut dire identifiant, et c'est dans le sens unique, quoi. Il y en a qu'un seul, quoi. C'est comme toi, ta carte d'identité, t'en as un seul de ciment, un seul. Voilà. Tandis que classe, c'est au contraire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager entre les différentes balises. Ouais, en CSS d'ailleurs, c'est un des trucs qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a pas toutes les propriétés ni tous les sélecteurs sont supportés par tous les navigateurs. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire un site qui doit marcher sur IE7, IE8 voire IE6, donc Internet Explorer, bah vous allez pas, les transitions ne vont pas marcher. C'est-à-dire que oui, quelques autres propriétés, par exemple les trucs odd, even pour les listes, ça marche pas parce que c'est du CSS3, c'est trop récent. Ça a été inventé après que IE6, IE7, IE8 sont sortis. Et la conséquence, c'est que le site il marche tout bien, sauf les transitions ne sont pas là. Donc en fait, vous aurez des effets visuels qui ne seront pas présents. Donc ça, c'est un truc à savoir. Si vous avez, en général, les clients peuvent être un peu pénibles, ils sont pas contents que sur IE8 ça s'affiche pas pareil que sur les autres. Donc là, il faut leur faire comprendre que bah, c'est comme ça, il n'y a pas de moyen technique, c'est des limitations du navigateur. Ouais, voilà. En fait, chaque propriété, quand vous vous en servez, il faut regarder sur quel navigateur elle est supportée. Après, si vous voulez faire un site internet qui marche que sur les navigateurs récents, ce qui en général est plutôt, pour apprendre en tout cas, c'est plus malin, quoi. C'est pas la peine de s'embêter avec des vieux navigateurs qui de toute façon auront disparu du temps que vous fassiez rentrer vraiment dans le truc. Donc, vous pouvez plus aller plus vite, quoi. Puis ça va. La tendance va à l'accélération des styles CSS. Enfin, à l'avenir, une fois que IE7, IE8 seront partis, il y aura moins à gérer des vieux navigateurs parce que maintenant tous les navigateurs se mettent à jour automatiquement pour l'utilisateur. Du coup, c'est beaucoup plus rare de rester, enfin, sur Firefox ou Chrome, quasiment tout le monde est à la dernière version parce que ça se met à jour tout seul. Du coup, de quoi? Sauf IE, ouais, toujours le même. Mais même Internet Explorer dans les dernières versions, ils ont mis en place, depuis IE 10 peut-être, ils ont mis en place un système de mise à jour automatique. Du coup, les utilisateurs n'auront pas le choix de mettre à jour leur navigateur. Ce qui fait que bah, quand vous faites du CSS, ce sera beaucoup plus simple. Vous n'aurez pas à attendre 5 ans qu'un style sympa, genre les bords arrondis, les backgrounds les box shadow soit. Ah bah tiens, les box shadow, on l'a pas vu. Je vais vous montrer les box shadow sur. Alors, ça c'est pour faire des ombres portées. C'est aussi très sympa comme effet. C'est très utile. Je sais plus où je l'ai foutu. Hop, bah voilà, c'était la suite. Box shadow. Donc là, vous pouvez reprendre sur Content. Moi, je l'ai mis sur Content, mais vous pouvez mettre sur ce que vous voulez, donc sur JS Content. Et il y a plusieurs valeurs. En fait, c'est une box shadows pour faire des ombres portées. Donc là, je vous invite à tester les valeurs. En gros, c'est le flou qu'on applique. Enfin, les deux premières, c'est le décalage en X et en Y qu'on va mettre à l'ombre. Et le troisième, c'est la diffusion de l'ombre. Plus c'est gros et plus l'ombre va être diffuse. Et si vous le mettez à 0, par contre, l'ombre, elle va être nette, quoi. C'est-à-dire que ça va pas faire comme une ombre, ça va faire juste un carré noir derrière. Et donc juste avec Box Shadow comme ça. Maintenant on peut faire en CSS3 on peut faire des effets de bord, enfin des effets d'ombre. Et historiquement c'était un truc qui était très compliqué à faire. Avant on n'avait pas le choix, on pouvait pas le faire en CSS, donc il fallait créer des images. Il fallait que le graphiste crée des images PNG ou JPEG qui simulent des ombres et qu'on les applique derrière en background. Donc c'était un peu galère parce qu'il fallait faire l'image pour une taille précise ou il fallait la faire se répéter. Enfin il y avait plein d'astuces.
Maintenant c'est quelque chose qu'on a plus besoin de faire parce que Box Shadow c'est bien supporté quoi. Et puis s'il y a quelqu'un qui a un vieux navigateur, au pire il verra pas d'ombre, c'est pas non plus la fin du monde quoi. De toute façon il est habitué à avoir des sites un peu pourris parce qu'il a un vieux navigateur. Donc voilà, Box Shadow, Border Radius, même principe aussi avant quand c'était pas supporté avant CSS3, quand c'était pas dans la spec. Bah il y avait et que c'était d'ailleurs c'était déjà bien à la mode, genre en 2007-2008 Apple avait lancé l'iPhone, donc évidemment tout le monde voulait faire des bords arrondis. À l'époque il n'y avait pas de moyen natif de faire ça en CSS, donc bah fallait faire aussi pareil des images quoi. Donc des fois il y a des gens qui se retrouvaient à faire des tables en HTML avec des bords arrondis dans tous les sens pour que ça puisse s'élargir. En fait il fallait faire plein de hacks, c'était super compliqué pour le moindre truc. Alors que maintenant comme la spec a rattrapé, en fait en général ça il y a des usages qui naissent, des utilisateurs qui ont besoin de choses. Et la spec arrive 2-3 ans plus tard pour proposer une solution technique à quelque chose de commun. Tout le monde faisait des bords arrondis, du coup ils ont rajouté un style bord arrondi. Ce qui fait que c'est à la fois beaucoup plus pratique à utiliser, plus performant parce que ça évite d'aller charger des images juste pour ça. Et voilà, tout le monde gagne et le seul petit inconvénient c'est que les vieux navigateurs, bah forcément ils peuvent pas le supporter parce que c'est que dans la nouvelle version. Donc il y a une période de transition où on peut pas trop se servir des nouveaux styles, ce qui arrive en général dans les nouveaux navigateur, faut attendre 6 mois, 1 an avant de pouvoir vraiment s'en servir. Alors H1 supérieur à H2, ça veut dire, donc tu commences toujours par la droite pour lire, ça veut dire que je veux styler, enfin je veux appliquer les propriétés à tous les H1 qui sont des enfants de H2. Ça veut dire que la balise qui l'englobe, c'est un H2 directement. Tu vois, s'il y a un H2 qui est beaucoup plus loin dans la hiérarchie, ça passera pas. C'est un enfant direct. Donc, tu vois, si voilà, par exemple là, tu vois, là plus là du coup j'ai pas de H1, mais si tu as un sélecteur LI chevron UL, ça va sélectionner ça. Par contre, si j'ai un LI chevron body, ça va pas sélectionner ça parce que ça c'est pas un enfant direct de body, c'est un enfant direct de UL. Le deuxième LI, tu peux l'utiliser, c'est pas avec ça, mais c'est avec nth child. C'est ce qu'on a vu pour odd even. Tu vas pouvoir mettre des petites formules qui vont te dire je veux sélectionner le deuxième. Et sinon par contre, comme c'est rare de prendre le deuxième, il y a des raccourcis pour les premiers. Genre si tu fais ULLI 2 points first child, ça va sélectionner le premier. Si tu fais last child, ça va sélectionner le dernier. Donc il y a des raccourcis de syntaxe pour les premiers et le dernier parce que c'est quelque chose que tu fais de manière assez courante. C'est rare de vouloir le deuxième. Par contre, de vouloir le premier élément d'une liste, ça se fait. Tu vois, tu pourrais faire ULLI, mais tu vois, regarde là, tu vois, LI, tu mettrais LI first child. Là, tu vois, si tu appliques ça, ouais, si tu mets ça à jour, ça va t'enlever donc le bullet point, mais seulement pour le premier LI. De quoi? Ouais, ouais, voilà. Ouais. En fait, ouais, c'est ça, l'histoire de CSS, c'est que dans les premières versions de CSS, il n'y avait pas ces trucs-là, il n'y avait pas first child, il n'y avait pas nth child, mais ils les rajoutent au fur et à mesure en fonction des usages. Les gens ont besoin souvent de sélectionner le premier. Tu fais, bah du coup, ils ont rajouté ça. Ouais, ouais, avec nth child, alors ça, je sais jamais comment ça marche, c'est un peu galère, il y a des petites formules, genre limite de maths, c'est 5n, 1 plus, mais tu peux, maintenant tu peux. Tu fais vraiment ce que tu veux. Mais c'est parmi les trucs les plus galères à faire. C'est pas de la programmation, hein, mais c'est beaucoup plus simple, mais faut comprendre les petites formules, quoi. Non, inférieur, ça existe pas. Parce qu'en fait, c'est pas un supérieur, enfin, faut pas le voir comme un supérieur ou égal, c'est juste un symbole, tu vois, indépendamment de ça, qui représente ça. Tu vois, c'est comme le tilde, ça veut dire frère et sœur, mais c'est arbitraire, quoi. Un tilde, ça veut rien dire, c'est juste qu'il fallait qu'ils choisissent un symbole. Ils ont pris ce chevron-là. Si vous voulez voir comment ça marche, pour avoir vraiment la définition de tous les CSS, tous les trucs, bon là c'est un peu hardcore, mais ça c'est le site du W3C, donc c'est l'organisme, donc c'est je sais pas, ça doit être une fondation, un truc comme ça, qui écrit tous ces standards. En fait, donc ils ont tous les standards, donc il y a le CSS version 2, version 3, tout ça. Donc il y en a certains c'est des standards, il y en a d'autres qui sont en phase d'acceptation, parce que ça prend des années avant qu'un langage devienne standard. Et donc il y a tous ces documents, enfin ça c'est la source la plus précise d'infos sur les CSS. Alors ça va un peu trop loin pour un usage CSS, c'est plus pour les gens qui vont implémenter des moteurs de CSS, genre les Google, les trucs, mais des fois c'est pas mal de lire certains, par exemple, il y en a certaines qui sont très lisibles. Par exemple là c'est l'API, donc enfin l'API, bon peu importe, mais ça définit là les sélecteurs CSS, non j'ai pas pris le bon, un paquet. Alors globalement pour apprendre, vaut mieux aller voir sur le site MDN, Mozilla Developer Network, qui est vraiment super bien pour apprendre. Mais si des fois vous avez besoin vraiment de précision,
bah, vous allez avoir la spec, hein, et c'est ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus précis quoi, une spec, hein, mais bon c'est un gros bazar. C'est une spec, mais il y en avait une qui était chouette sur les sélecteurs que j'aurais bien aimé vous montrer, mais je la retrouve pas. Ah si, voilà. Donc ça c'est la spec qui définit les sélecteurs dont on a droit en CSS. Voilà. Donc vous allez en reconnaître pas mal, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas vu. Donc, par exemple là ça commence, le pattern, donc c'est le pattern, c'est le symbole, donc étoile, ça any element, donc ça match tous les éléments. E, c'est tous les éléments de type E, donc div, p, body, E foo, c'est un élément, ça c'est le truc d'attribut qu'on a vu avec l'accolade, qu'on a vu avec A, href égale quelque chose. Et là ça va plus dans le détail, donc ça veut dire A un attribut, ça c'est celui qu'on a utilisé, ça a un attribut href qui est égal à contact.html. Ça avec le petit tilde, ça veut dire que c'est une liste de valeurs séparées. Bon, c'est un truc un peu chelou. Ça avec le petit chapeau, c'est plus simple à comprendre. Ça veut dire que c'est les éléments où la valeur commence par barre. C'est-à-dire que si on n'avait pas envie de taper contact.html, on pourrait aussi utiliser ça et faire égal contact, ou égal con, ou égal c. Et du coup, ça matcherait, ça aurait matché le même nœud. Et ce petit tableau là, finalement, c'est assez. Bon, le jargon est un peu technique, mais il y a tout quoi. Ça, c'est la spec. Voilà, une fois que vous avez lu tout ça, et vous voyez qu'on n'a pas tant que ça, bah tout ça, c'est tous les sélecteurs disponibles en HTML, en CSS pardon. Donc là, on a vu first line, first letter, ça on n'a pas vu, mais par exemple ce qu'on vient de voir, active, over, focus, ça on n'a pas vu, mais nth child, first child, last child. Vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça quoi. Puis à chaque fois, c'est assez précis, hein, donc finalement, ça s'apprend assez vite quoi. Il y en a des un peu chelou, genre empty, ça match les éléments qui n'ont pas d'enfant. Si vous avez une div qui n'a pas d'enfant, bah, ça va appliquer un style. Et des fois, c'est utile dans certains cas. Si par exemple vous faites un site où vous devez afficher une liste de données, bah, donc les données vont être dans une div ou dans un UL, bah, si le UL est vide, vous allez pouvoir, grâce à ce sélecteur, dire si mon UL est vide, j'applique un style différent, parce que vous allez mettre en valeur par exemple que le fait que ce soit vide. Genre avec un rouge ou un vert ou ce que vous voulez. Ouais, il n'y en a pas énormément de sélecteurs. Après, il y a plus de propriétés par contre. Alors c'est dans W3C, hein, faut taper, c'est le site internet, et puis après c'est dans les standards quoi, ils ont une liste W3C, c'est le et là si on voit que c'est une W3C recommandation, ça veut dire que c'est un standard. Et c'est bah voilà, il y a l'URL quoi, rec, CSS3 selector. Bon, c'est des noms un peu barbares parce qu'il y a plein de versions du standard, ils en sortent genre tous les 2-3 mois, donc il y a des versions de travail tout ça. Mais si vous allez sur w3.org, là-dedans il y a un onglet HTML CSS et dedans il y a toutes les specs HTML5, CSS et plein d'autres trucs quoi.